Alors, comme vous le savez, il y a en effet des règles de coordination des politiques budgétaires et de finances publiques des différents États membres de la zone euro. Cette coordination est indispensable pour assurer la pérennité de la monnaie unique, l'euro. Pour autant, les contraintes européennes se conjuguent avec les principes de saine gestion au niveau national, et même si ces règles n'existaient pas, de mon point de vue, il faudrait réduire les déficits, réduire l'endettement et viser une situation où le risque de taux d'intérêt ne serait plus du même ordre qu'aujourd'hui. Penser que pour le budget français, le relèvement d'un point des taux d'intérêt représenterait en année pleine une charge supplémentaire de l'ordre de 15 milliards d'euros. Donc ceci est une réalité, c'est la réalité des marchés. Ce n'est pas l'Union européenne qui a créé cette réalité, mais dès lors que nous sommes co-responsables de la politique monétaire au sein de la zone euro, naturellement, nous devons jouer le jeu de cette concertation avec les autres États, et c'est ce que signifient les textes européens de la fin de l'année 2011 que vous avez cités. Donc concrètement, pour ce qui est de la loi de finances et de la loi de programmation des finances publiques, il y a un aller-retour entre chaque capitale nationale et Bruxelles, et il y a pour la Commission de l'Union européenne une compétence qui permet à cette commission d'examiner les documents nationaux et de formuler des remarques si le programme national de réforme n'apparaît pas suffisamment étayé et suffisamment sérieux, et si le rythme de réduction des déficits publics n'apparaît pas suffisamment en phase avec le chemin de convergence qu'il faut suivre. Alors avec le pacte budgétaire, la loi de programmation des finances publiques a été un petit peu modifiée pour intégrer le principe de la règle d'or. Alors si j'ai bien compris, les réserves qu'avait mis le Haut Conseil des finances publiques, c'est de dire qu'en l'état actuel de la loi de programmation et des prévisions économiques, on ne rentrait pas dans les clous justement de la loi de programmation. Est-ce qu'elle va être revotée pour être assouplie un petit peu, ou enfin, comment ça se présente pour l'année à venir? La loi de programmation est glissante, c'est-à-dire qu'elle incorpore chaque année une année supplémentaire. Le Haut Conseil des finances publiques s'est déjà prononcé à plusieurs reprises. Il a émis 3 avis publics, et en particulier, il a noté dans son dernier avis qu'en termes de solde structurel, la France était en décalage par rapport aux prévisions qu'elle a adressées à l'Union européenne et qui figurent tant dans le programme de stabilité que dans la loi de programmation des finances publiques. Et vous le savez, un écart supérieur d'un demi-point du PIB en termes de solde structurel appelle des mesures de correction. Le Haut Conseil des finances publiques a fait savoir par avance que dans le courant de l'année 2014, au premier semestre 2014, il serait amené à constater ce décalage supérieur à un demi-point de PIB, ce qui devra entraîner la mise en œuvre de mesures de correction. Le Parlement français, les parlements nationaux sont peu associés à toute cette mécanique, et c'est bien là que le bât blesse. Et dans le cadre de la nouvelle gouvernance, il était prévu
que les chambres constituant les parlements nationaux soient des participants au processus d'information et de concertation, d'où la création d'une conférence interparlementaire appelée à se réunir au début de chaque semestre, correspondant à la mise en œuvre d'une nouvelle présidence tournante du Conseil européen. Vous savez que je suis très insatisfait de ce mécanisme qui ne débouche toujours pas sur une procédure concrète et qui, à mes yeux, est beaucoup trop préempté par le Parlement européen. Ceci est apparu lors de la dernière session à Vilnius au mois d'octobre, où la présidence lituanienne avait rédigé des documents préparatoires qui ont suscité des oppositions, notamment de la part du Parlement européen, à tel point que cette session n'a pas pu acter un relevé de conclusion, mais simplement un document d'orientation, et ceci me semble lourd de menaces, car sans association des parlements nationaux, il est clair que le système est déséquilibré. Ce sont bien les États qui, par la gestion de leurs finances publiques, doivent réaliser les arbitrages de dépenses et de recettes afin de parvenir à une réduction des déficits et à une meilleure maîtrise de l'endettement. Ce que vous appelez les contrats de réforme me semble devoir être abordé avec méfiance, parce qu'un financement de l'Union européenne, s'agissant de la France, c'est un financement auquel nous contribuons à hauteur de 20%. Donc tout ce qui crée de la dépense communautaire supplémentaire, en réalité, alourdit nos charges. Et nous ne sommes pas assurés d'avoir le juste retour de notre contribution. Ce sont des cadeaux qui seraient faits pour partie avec notre argent et dans des conditions qui ne me paraissent pas claires aujourd'hui. Enfin, pour ma part, je ne suis pas favorable à un accroissement des masses budgétaires au niveau de l'Union européenne, qu'il s'agisse de les financer par prélèvement sur les budgets nationaux ou par une fiscalité, si elle était créée un jour, qui pèserait sur les mêmes contribuables, c'est-à-dire sur les contribuables des différents États. Il y a une deuxième chose qui est absolument inadéquate, c'est que l'Union européenne est à 28 États, alors que la zone euro concerne un cercle beaucoup plus restreint. Or, c'est bien dans le cadre de ce cercle que les responsabilités doivent être prises. Et nous sommes toujours dans la contradiction d'une Union qui est formellement à 28, qui donne la parole aux États hors zone euro, dont la Grande-Bretagne, pour participer aux délibérations relatives à la mise en œuvre de la discipline commune qui est propre à la zone euro. C'est une ambiguïté qui, à mon avis, n'est plus supportable. Et je pense que, notamment dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, dans les principaux États de la zone euro, ce sera un thème qui devra être développé. En tout cas, il devra l'être en France. Ceci dans le cadre de propositions de réforme des institutions européennes, les institutions européennes qui aujourd'hui sont très mal comprises de nos concitoyens et qui sont faites pour dégager des compromis très difficiles à expliquer aux mêmes concitoyens,
car il s'agit toujours d'un dispositif pour rechercher un consensus, pour contourner les problèmes, pour les mettre de côté et pour entrer dans un processus très technique qui ne dit pas vraiment son nom par ses biais techniques. On risque d'accepter des contraintes nouvelles, des restrictions ou des délégations supplémentaires de souveraineté dans des conditions qui ne sont pas transparentes. Donc, à mon avis, il y a là un problème de structure dont il faut s'expliquer clairement avec nos partenaires européens, peut-être au risque d'une période de blocage, de remise en question, mais le système actuel, à mon sens, ne pourra pas fonctionner longtemps. Alors, il y a différentes propositions qui me viennent à l'esprit. Ce n'est pas forcément les miennes, mais celles que j'entends pour essayer de remédier aux problèmes justement démocratiques de l'Union européenne. La transparence des débats au Conseil de l'Union européenne, qu'est-ce que vous en pensez ? Quand vous dites qu'on est trop nombreux au sein de l'Union européenne, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de mettre en place des commissions de la zone euro au sein du Parlement européen ? Est-ce que ces pouvoirs-là devraient être mieux gérés par les eurodéputés eux-mêmes, ou est-ce qu'au contraire, il faut aller vers plus de coopération interparlementaire des députés nationaux des pays de la zone euro ? Pour moi, les questions de gouvernance budgétaire interne à la zone euro ne sont pas clairement de la compétence du Parlement européen, et qui légifère ou co-légifère avec le Conseil pour l'ensemble des 28. Donc, en ce qui concerne le processus de convergence interne à la zone euro, il faudra bien mettre en place de nouvelles institutions et créer cette union à deux cercles avec des attributions différentes pour les organes propres à la zone euro et pour les organes de l'ensemble de l'Union. C'est une vraie contradiction, mais c'est une contradiction qui devra être résolue. On ne peut pas, je le répète, et continuer longtemps avec un système aussi confus. Je pense par ailleurs que la Commission est trop nombreuse, qu'elle doit être resserrée, qu'elle a une double nature à la fois politique et technique qui est très, très difficile à expliquer à nos concitoyens. Je pense aussi que la présidence du Conseil pose problème, la double présidence, à la fois présidence dite permanente et présidence semestrielle. Tout ceci affaiblit considérablement les fonctions de la présidence qui est divisée. Et enfin, je pense que le Conseil européen doit pouvoir siéger en formation zone euro ou en formation plénière et être lui-même renforcé. C'est sans doute un long chemin pour aboutir à une clarification des institutions, mais il apparaît clairement que les compromis actuels ne seront pas supportables très longtemps. Parce que l'Europe, qui est très incertaine, dont le système de décision est ce que je vous décrivais tout à l'heure, voit se créer une distance de plus en plus grande par rapport à nos concitoyens au sein des différents États, ce qui ne peut que renforcer les tendances protestataires ou négatives à l'égard de la construction européenne elle-même. Personne n'est capable aujourd'hui de décrire un scénario crédible de sortie de l'euro. On sait que pour un État comme la France, dont la dette est libellée en euros et représente de l'ordre de 2000 milliards d'euros, le fait de sortir de l'euro l'accroîtrait très substantiellement, puisque la monnaie nationale qui se substituerait à l'euro serait plus faible que l'euro.
En réalité, il faudrait rembourser une dette en euros avec une économie qui fonctionnerait à nouveau en francs, ce qui serait un handicap considérable et l'assurance d'une véritable crise de l'économie réelle, d'une crise supplémentaire avec un ajustement d'activité sans doute cruel, la recherche d'une nouvelle compétitivité, donc tout un processus dont on pressent qu'il réserverait beaucoup de douleurs au corps social et que, je le répète, personne ne sait aujourd'hui décrire de manière rigoureuse. Donc, à mon sens, cette seule situation de fait impose que l'on s'efforce de travailler à la pérennité de l'euro, qui par ailleurs a l'avantage de permettre au sein d'une vaste zone européenne le développement des activités, mais bien entendu en sachant que la gouvernance de cette zone euro doit être profondément réformée, restructurée, comme je vous l'ai dit précédemment. En d'autres termes, les mois et les années qui viennent, les 2 ou 3 années qui viennent, seront absolument décisives. Car de 2 choses l'une, ou bien on arrivera à redéfinir les règles du jeu et l'euro poursuivra sa vie, ou bien on n'y parviendra pas et notre pays, comme les autres d'ailleurs, pourrait se retrouver à nouveau dans l'épicentre d'une crise qu'il serait très difficile de contrôler et dont les effets pourraient être à nouveau durables. Oui, j'ai une petite question par rapport à ce sujet récurrent de la dette libellée en euros. On a pu interviewer de la même façon que vous un économiste, Jacques Sapir, qui nous parlait du droit international et notamment du droit de la monnaie, enfin, selon lui, parce que nous sommes une compétence sur le sujet, mais qui nous expliquait qu'une grande partie de la dette française était non pas libellée en euros, mais en contrat national, ce qui veut dire qu'en fait, elle fait abstraction de la devise utilisée, c'est simplement une dette libellée, contractée entre des créanciers et la France, et donc, selon lui, donc, toujours, cette dette est automatiquement modifiée en fonction de la devise adoptée par la France, par le pays débiteur. Ou pour les Allemands, ça serait du Deutschmark, ou... qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, la monnaie, on substituerait une monnaie à une autre, mais pour autant, un franc ne vaut pas un euro. Et l'évolution à venir du franc serait sujette à l'ensemble des anticipations et des jugements des marchés financiers, et la dette souscrite par des investisseurs extérieurs à hauteur de 70% environ. Vous savez que la dette française est pour grosso modo 30% entre des mains domestiques et 70% entre des mains extérieures, et qui ont souscrit cette dette émise et libellée en euros. Par conséquent, le service de ces emprunts devrait être assuré par les ressources de l'économie française, et la différence de valeur entre l'euro d'aujourd'hui et le franc auquel on reviendrait dans ce cas de figure, cette différence de valeur serait à la charge de la France. Ce serait autant d'efforts supplémentaires à faire. Ceci me semble être absolument mécanique. Alors, bien entendu, dans le long terme, on peut imaginer
qu'une telle situation se résolve, mais la période de transition serait, je le répète, une période extrêmement dure à vivre, parce que, sauf à faire défaut, la France devrait respecter ses engagements avec les seules ressources de son économie et avec la monnaie qui serait la sienne à ce moment-là. On peut considérer en effet que des députés européens, déjà très investis dans leurs fonctions, très familiers au fonctionnement des institutions européennes, sont à coup sûr de bonne valeur pour l'État qui les envoie. Mais on peut aussi considérer que ces députés très intégrés dans la mécanique institutionnelle européenne perdent leurs racines par rapport au corps électoral français, deviennent des spécialistes, deviennent des techniciens. Le Parlement européen n'est pas un parlement au même sens que les parlements nationaux. C'est un lieu où il faut savoir se mouvoir entre un jeu interétatique, le jeu des groupes, le jeu des fédérations professionnelles ou des différents groupes d'intérêt qui sont très présents auprès du Parlement européen. Donc, à mon avis, la bonne liste est une liste qui assure un mixage entre des professionnels ou quasi-professionnels de la représentation parlementaire européenne, et dans la délégation sortante de l'UMP, nous en avons plusieurs qui ont vraiment fait leurs preuves, mais aussi des personnalités politiques qui pourront porter la voix de l'opinion publique mieux que ne sauront le faire des gens qui sont un peu hors sol, qui appartiennent à une catégorie très particulière qui est celle des praticiens des institutions européennes. Donc à mon avis, il n'y a pas contradiction, mais il faudra arriver à faire en sorte que dans la représentation européenne française, il y ait aussi bien des politiques aptes à traduire les sentiments de l'opinion publique et des techniciens. Maintenant, tout ceci n'a de sens que si l'on a une ligne, une orientation, presque une doctrine européenne, et à mon avis, on ne peut pas aller à ces élections avec un discours lénifiant consistant simplement à dire l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la croissance, l'Europe c'est la cohésion sociale, parce que certes ce sont des intentions généreuses, mais notre opinion publique ne ressent pas ainsi les institutions européennes, et ces dernières, comme nous l'avons vu, comportent des contradictions très fortes qu'il faut absolument lever. On ne peut pas faire comme si ces sujets n'existaient pas. Dernière question, est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne? À quel niveau? Au niveau national, au niveau européen? National. Pourquoi pas? C'est un sujet qui revient souvent, mais je me méfie beaucoup du zapping politique, de l'emballement instantané, d'une campagne d'opinion. On vous sort un sondage qui est momentané. Ceci pourrait inciter à aller devant le corps électoral pour faire trancher une question particulière, sans souci de cohérence avec l'ensemble des politiques conduites. Je me méfie beaucoup des émotions. Et de même que je pense qu'une loi ne doit pas être votée sous le coup de l'émotion, de même, il me semble que utiliser l'opinion publique comme caisse de résonance pour la faire s'exprimer hors de toute structure de représentation est dangereux. Bon, notre Constitution permet le référendum d'initiative populaire.
n'est-ce pas, Partage. depuis la récente révision constitutionnelle du temps de Nicolas Sarkozy, mais c'est en effet une responsabilité partagée. Sur certains sujets seulement, il y a un encadrement. Bon, moi, je ne pense pas, prendre un exemple, qu'un référendum d'initiative populaire, un référendum citoyen sur la question de la prostitution ou de la pénalisation des usagers de ce métier soit une bonne chose. Je ne crois pas, sincèrement. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de faire un référendum citoyen, par exemple, sur la question de l'euthanasie, parce que l'emballement des esprits conduirait à négliger des aspects importants dans le long terme, peut-être moins perceptibles dans le court terme, et il me semble que l'on ne peut pas organiser la législation d'un pays comme on fait un tweet ou comme on zappe d'une chaîne à une autre. Très bien. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.